estimé pour chaque en une après-midi. Et donc depuis avant-hier, je rentre dans une période où en fin de compte les morceaux vont être un petit peu plus compliqués parce que c'est un peu plus métal. Là aujourd'hui j'ai The Dance of Kabylian Band enregistré, donc ça va prendre la journée parce que c'est du métal, les tempos sont soutenus et puis c'est des mesures à la con quoi, donc voilà. Je vais vous montrer quelques petites images que j'ai filmées hier, des extraits de riffs de basse. C'est enfin terminé, donc on est le jeudi 17 et donc je vais m'apprêter à enregistrer les guitares rythmiques maintenant. Donc concernant le matériel, j'utilise une basse toute simple de moyenne gamme, une LTD, une 24 cases, une 4 cordes, c'est vraiment une basse statique aussi, avec des micros SP actifs. En fait, je l'ai enregistré simplement en direct dans l'interface audio. Et sinon, j'ai un petit complément, c'est que j'utilise donc quelques plugins pour le traitement du son, donc notamment un compresseur, donc qui est en fin de compte un plugin intégré directement donc, au logiciel Logic Pro 8 de chez Apple. Et j'utilisais quoi d'autre, un égaliseur évidemment. Et oui, il y a aussi un plugin de simulation d'ampli basse spécialement. Donc pour avoir différents sons de basse, faire ressortir cet instrument-là dans le mix. Donc voilà. Donc voilà, j'ai démarré l'enregistrement des parties rythmiques. J'en ai pour un bon moment parce que c'est les parties les plus longues à faire, les plus difficiles aussi à réaliser. Je vais en chier comme ça pendant 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, ça va être que du rythme en fait. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vais enregistrer avec beaucoup d'amplis et avec beaucoup de guitares pour fabriquer un son de guitare qui me convienne en fait. Donc je vais avoir un ampli à gauche et un ampli à droite en fait. Ici j'aurai le Marshall, donc c'est une tête JCM 2000 tout blanc. Et sur cette tête là je vais enregistrer avec 2 guitares différentes. Donc la constante ce sera une Vigier, donc une Supra. Et aussi donc elle va être doublée par, pour les morceaux rock, elle va être doublée par une Strat, une Fender US. Et pour les morceaux métal, sera doublé par une autre guitare que la Strat, par une Jackson, une Randy Rose qui est équipée d'un SH13, donc on enregistrera un petit peu plus tard pour les morceaux métal. Et de l'autre côté, à droite, il y aura un autre son qui sera fait avec une tête Brunetti ou un combo Brunetti. Donc la tête Brunetti, c'est-à-dire le Pirata 141, donc je vais l'utiliser pour les morceaux métal, et le Maranello, pour les sons rock. Donc voilà, il n'y a rien de bien sorcier en fait, si ce n'est que c'est un gros bordel à organiser. Et pareil pour les guitares, c'est toujours la même chose, la constante c'est toujours ma Vigier, donc l'Excalibur Supra. Et pour les morceaux rock, la Strat, pour les morceaux métal, doublé avec la Jackson, la Randy Rose. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Les prises de son, je les ai fait avec 2 micros dynamiques et 2 micros statiques. Donc je rappelle vite fait, un micro statique c'est un micro qui a besoin d'une alimentation 48 volts, une alimentation fantôme. Et le micro dynamique, c'est un micro comme le SM57 ou comme le Sennheiser, Frontman, qui n'ont pas besoin d'alimentation.
Donc on peut leur envoyer un tout petit peu plus de signal, d'ailleurs c'est même conseillé si on veut avoir du son. Donc on les place un tout petit peu plus près des membranes. Donc pourquoi 4 micros? Pour être sûr d'avoir le choix dans mes prises de son. En fait, ce qui se passe, c'est que en son crunch, je vais utiliser les micros, principalement j'ai fabriqué mon son de guitare en mixant un petit peu plus avec les micros statiques pour avoir tout ce qui se rapproche du son clair est mieux perçu, je trouve, par ces micros-là. Donc le son crunch qui est à la limite entre les deux passe très bien dans ce genre de micro. Et les sons saturés, eux, je vais les mettre en avant avec le duo SM57 et Frontman. Donc voilà, j'en utilise 4, un Rode, un MT1, plus un Apex, donc ça c'est les deux micros statiques. Et en micro dynamique, j'utilise donc un SM57 et un Frontman. Donc en fait la prise de son elle est réalisée à partir d'un baffle Brunetti, le Neo 1512, qui comme son nom l'indique possède deux haut-parleurs, un 12 pouces et un 15 pouces. Donc le 15 pouces évidemment il reste sur des fréquences basses de meilleure qualité en fait. Donc j'ai choisi de mettre le Rode MT1 et le Frontman en face, donc le 15 pouces. Et le SM57 et le Apex, je les ai mis donc en face le 12 pouces. Donc voilà pour les prises de son en fait. Donc voilà, donc pour le moment je suis dans une période que j'ai appelée Marshall, parce que je vais enregistrer qu'avec le Marshall pour le moment. Son réglage est très simple, j'ai cherché donc au casque un son qui me plaisait par rapport à la position des micros, en fonction du réglage de l'ampli et de la position des micros. Et particularité, c'est qu'au lieu de mettre le gain à 10, comme j'ai l'habitude de faire, donc là par contre je l'ai mis à 5. Parce que le gain à 10, le problème c'est qu'on entend la note, mais il y a tout le signal qui beurre de distorsion la note, et quand on mélange 4 guitares, donc 2 à gauche et 2 à droite, sur 4 pistes chacune, ce qui fait au total 16 pistes de guitare à chaque fois pour la rythmique, ça devient une purée infâme et c'est impossible d'avoir un son correct. Donc voilà, donc les guitares rythmiques sont enfin terminées, tout est fini enregistré. En fait, j'ai fini plus tôt que prévu, j'ai gagné une semaine et demie en fait de boulot. Parce que au lieu de faire, donc, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, donc faire en fin de compte 4 prises de guitare rythmique, donc en répétant métronomiquement et rigoureusement les rythmiques à la microseconde près, qui est très difficile et très long, j'ai décidé en fait de diviser le travail en deux en faisant ce qu'on appelle du reamping. Donc en fait c'est une technique qui consiste tout simplement à enregistrer un signal en son clair, donc de préférence en interposant une DI. Ce qu'on appelle une DI, c'est une boîte de direct qui permet de symétriser le niveau, donc le signal de la guitare, pour qu'il soit vraiment très propre et qu'il n'y ait pas de bruit autour. Et donc en fin de compte on branche directement la guitare dans la carte son, et de la carte son on ressort et on va directement dans l'ampli. Donc c'est simplement le signal en son clair qui au milieu est enregistré par le séquenceur, et au final en fin de compte on peut utiliser après enregistrement l'ampli que l'on a envie en fait. Donc c'est justement ça que je vais vous expliquer et vous montrer un peu comment ça marche, donc le reamping.
Donc voilà. Donc voilà mon interface audio, donc hein, c'est une Presonus, c'est une FirePod Pro, donc une carte son correcte, quoi, en bon rapport qualité-prix. L'avantage c'est qu'elle a 8 entrées et 8 sorties, donc c'est conseillé quand vous enregistrez donc, des gros projets parce que ça prend énormément de place en termes de pistes. C'est uniquement un confort de travail supplémentaire. Et puis c'est beaucoup plus facile à mixer après, arriver sur le séquenceur. Donc ici, le jack que j'ai branché, c'est donc le jack de la guitare, qui lui rentre dans l'interface. Donc ce jack que je fais rentrer en piste 2 dans l'interface audio, j'aurais pris soin de préparer une piste que j'ai appelée reamping tout simplement. Et donc je lui ai attribué input 2 pour tout simplement dire que j'enregistre sur l'entrée numéro 2. Et à la sortie de la carte son, j'ai branché un jack en sortie en output 3. Donc là pareil, output 3 sur une interface audio, c'est le bus numéro 2, c'est-à-dire gauche et droite respectivement, canal 3 et canal 4. Donc output 3, output 4. Donc ici, bon bah c'est pareil, le hasard fait que je l'ai branché sur la output 3, j'aurais très bien pu le faire sur la sortie numéro 4. Et j'ai branché ce jack directement dans l'ampli. Et donc, comme je le disais, j'aurais prévu à l'avance sur le séquenceur une piste justement où je vais enregistrer mon signal en son clair, le signal de la carte son, avant qu'il ne passe par l'ampli. Donc l'entrée numéro 2 et la sortie numéro 3 et 4, donc le bus numéro 2. Donc là en l'occurrence, ce sera la piste, la sortie numéro 3. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre les faders à 0. Parce que si on met trop de gain, en fin de compte, on va fausser un petit peu le signal de la guitare. Il ne faut pas que ce soit à plus de 0 décibels. Donc la piste, Vigie Reamping, donc cette piste-là, que je retrouve dans ma fenêtre d'arrangement, que je retrouve en orange ici. Alors, on va agrandir un peu. Hop. Donc là, cette piste-là, c'est justement la piste que j'ai enregistrée en son clair. D'ailleurs, pour vous la faire écouter, je vais la rediriger vers une autre sortie de la carte son, par exemple la sortie numéro 1 et 2, qui d'ailleurs, la sortie numéro 1 et 2 de la carte son est réinjectée dans ma table de mixage en entrée 1 et 2. Comme ça, vous allez entendre le signal en son clair tel qu'il est. Et je vais la mettre en mode solo. Donc voilà, on va lancer un peu. Voilà, donc ça c'est la piste telle qu'elle est enregistrée. Voilà, ça en fait c'est tout simplement le signal de la guitare. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne quand on le réamp. Alors je vais la rediriger vers sa sortie 3 et 4. Donc cette fois-ci je la dirige vers l'ampli. Donc l'ampli qui est derrière moi. Donc je vais mettre ça en route. Déjà. Hop. Donc c'est l'ampli, c'est le Marshall qui en fin de compte ressort le signal du son clair de la guitare. Alors une fois que j'ai ma fameuse piste en son clair, il va falloir que je fasse une capture du son de l'ampli. Alors en fait c'est tout bête, c'est que pendant la lecture de la piste, l'ampli va se mettre à jouer tout seul. Donc là, je vais vous faire un exemple. Je vais mettre cette partie-là du morceau en boucle. Et l'ampli, lui, joue. Et pendant ce temps-là, je vais mettre en enregistrement 4 autres pistes qui ne sont autres que des pistes d'entrée sur la carte son qui correspondent aux 4 micros
que j'ai mis donc devant le baffle. Donc ces 4 pistes là en fait, je les mets en mode enregistrement. Et pendant la lecture, eh ben, l'ampli va jouer. Et en même temps, les micros donc vont enregistrer le signal de l'ampli en fait. Donc voilà, en fait c'est simple. Si je veux faire une sorte de pseudo-piste stéréo, donc doublée avec un deuxième ampli, donc pour avoir encore plus de patates donc, sur l'enregistrement, c'est simple, j'ai juste à changer d'ampli. Donc là, je vais passer sur la tête Brunetti. Celui-là, je peux l'éteindre. Hop, plus qu'à débrancher derrière. Donc là, par précaution, je vais baisser les 2 volumes. Je vais faire la lecture. Non, ça doit être l'autre. On peut baisser le gain comme on a envie. Voilà, donc étant donné donc, que j'ai fait un changement, que j'ai branché donc l'autre tête d'ampli et que je n'ai pas encore fait les prises de son, donc je m'en vais vous montrer donc, comment ça se passe. Donc là, je vais utiliser donc, ma piste témoin, donc Vigier Reamping, donc que je peux mettre en mode solo, ou, mais c'est préférable, comme ça masque les autres instruments. Donc je vais la mettre en mode lecture. Donc, je vais enlever la boucle et je vais armer donc les pistes Vigier qui correspondent donc justement aux micros, aux 4 micros, donc SM57, le Frontman, le Apex et le Rode, qui vont tous les 4 capturer en même temps le son de l'ampli. Donc on démarre ici. Hop. Et ensuite, j'ai juste à faire enregistrement. Déjà, je vais mettre un petit peu plus fort l'ampli, sinon ça va pas marcher beaucoup. Je le mets en mode lecture, enregistrement, pardon. Et donc les 4 pistes vont s'enregistrer. Donc la suite des événements, on est le 12 août et donc je suis en train d'enregistrer, je suis en plein milieu donc, de l'enregistrement des thèmes et aussi des solides guitares. Donc bon, c'est aussi difficile que d'enregistrer des parties rythmiques. La différence c'est que là il y a beaucoup de prises de re-re parce que donc, certains solos n'ont pas du tout été écrits. En live c'est de la quasi-improvisation. Sauf pour certains morceaux où j'avais déjà des idées précises, mais pour la plupart c'est vraiment de l'impro. Donc en fin de compte, c'est peut-être à peu près une cinquantaine de prises pour arriver à être satisfait sur un solo. Donc c'est un peu long, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc pour l'enregistrement c'est tout simple, j'utilise donc uniquement un ampli, il n'a pas besoin de 36. Donc là en l'occurrence c'est ma tête Pirata 141 de chez Brunetti. Et au niveau du set de micro, j'ai fait simple. De toute façon, il n'y a pas à faire compliqué quand c'est des parties lead. J'ai 2 micros seulement. Donc en fin de compte, je capture le son de mon HP 12 pouces
et celui de mon HP 15 pouces, donc par deux micros, le SM57 pour le 12 pouces, donc c'est Shure qui fait ce micro là, c'est un standard. Et pour le 15 pouces, donc c'est un Sennheiser, c'est le Frontman 609. Donc ça me permet donc d'avoir le son que je désire. Et particularité sur la tête Pirata 141, je l'ai peut-être dit dans une autre vidéo, je ne me souviens plus, elle est Wave Mix. Donc en fin de compte, j'ai mélangé deux sons dedans, c'est-à-dire qu'il y a deux jeux de lampes, un jeu de lampe EL34 qui a un son plus mat, plus terne, un peu à la Marshall ou Mesa Boogie, et un autre jeu de lampe 6L6 qui a un son un petit peu plus fuzzy, un petit peu plus chargé en aigu. Et donc j'ai juste en fait compte à tourner un potentiomètre qui me permet de choisir entre les deux jeux de lampe ou alors de mixer les deux pour avoir 50-50. Et donc c'est ce que j'ai fait pour avoir justement un bon équilibre au niveau des fréquences à capturer par les micros. Donc bon, après c'est un choix, ça dépend aussi des micros qu'on utilise. Si j'avais utilisé des micros qui auraient perçu donc plus facilement donc les fréquences aiguës, j'aurais sans doute mis le potentiomètre vers les lampes L34. En fait, ça dépend de ce qu'on entend au casque, car quand on règle les micros, on a toujours le casque sur les oreilles. Quand on est tout seul, c'est encore pire parce qu'il faut jouer et en même temps bouger les micros. Donc en fait, j'ai fait mes réglages comme ça. Donc voilà pour la capture du son. Sinon, pour les guitares, en fait, c'est la guitare parce que j'en utilise qu'une seule et sur la totalité absolue donc, des morceaux, c'est-à-dire que ce soit les leads, les solos ou même les overdubs, j'en utilise qu'une parce qu'il n'y en a qu'une seule vraiment qui me convient à tout niveau. Donc c'est bien la Vigier, l'Excalibur, la Supra. Donc Vigier qui est la meilleure marque de guitare au monde, bon, ça tout le monde le sait déjà. Donc voilà, bon c'est pas compliqué à enregistrer, c'est juste que bon ça prend un petit peu de temps quand on n'a pas de solide déjà préparé à l'avance. Il faut improviser et être sûr de ce que l'on veut obtenir. Donc voilà. Particularité particulière, j'utilise pas d'effet en fait. En fin de compte on enregistre directement le son brut. Donc en fin de compte le jack que j'ai au bout de ma guitare, c'est le jack qui va directement à l'ampli. On ne passe pas par le pédale de saturation ou autre en fait. C'est vraiment le son brut de l'ampli. En revanche sur certains thèmes, comme le morceau Veil of Tears, donc j'utilise une pédale wah-wah. Alors c'est une très vieille wah-wah, c'est une Crybaby de 95 et sur laquelle donc j'ai changé le potentiomètre il n'y a pas très longtemps. Donc à la limite c'est le seul effet que j'utilise avant l'ampli. Donc voilà.
ma manière de travailler quant à la partie donc, des arrangements clavier donc, pour certains morceaux. Cela concerne seulement 3 ou 4 morceaux, hein, pas plus. Donc le clavier, j'en mets à petite dose en général dans les morceaux. En général, c'est souvent pour donner de la profondeur à un solo ou une ambiance particulière à un endroit. Ça peut être une intro ou un solo de guitare. Donc en fait c'est tout simple, j'utilise un clavier maître, un clavier MIDI. Alors en fait ce clavier là donc n'a pas de son dedans, hein. C'est juste ce qu'on appelle un clavier de contrôle en fait. C'est un clavier qui permet de contrôler d'autres machines qui elles possèdent justement des banques de sons. Et donc ça permet justement d'avoir à choisir les sons du matériel que l'on veut en fait. Alors c'est tout simple, moi je branche que deux choses. Je branche d'une part un câble USB qui va donc dans l'ordi et qui lui va permettre de contrôler donc des plugins. Donc des plugins de son de synthé, donc en l'occurrence le Pro 53 que j'utilise beaucoup dans les projets. Et l'autre chose, c'est du hardware, c'est-à-dire que là je le branche directement avec un câble MIDI et donc ça me permet de contrôler le Roland JB 1080 qui est en fin de compte une grosse boîte contenant donc pas mal de sons, mais cette fois-ci des sons vintage. Parce qu'en fait j'aime beaucoup c'est mélanger les deux. J'aime pas juste me servir d'un son qui est déjà tout fait, ça me paraît un petit peu plat après à placer sur un morceau. J'aime bien fabriquer en fait mes propres sons en mélangeant justement le moderne et l'ancien. Donc l'ancien entre guillemets, parce que donc, le Roland c'est un appareil qui date donc début des années 90 je crois. Et donc voilà. Donc j'enregistre une prise de clavier et j'obtiens à chaque fois donc deux pistes. Donc j'ai une piste MIDI permet donc d'avoir la lecture du plugin, donc il n'y a pas de programmation, c'est uniquement les lignes sur le clavier qui permettent justement d'obtenir les notes de synthé quand il y en a. Et de l'autre côté j'ai aussi donc une autre piste audio qui en fin de compte la sortie donc, du Roland, la sortie audio, donc on rentre en MIDI et on ressort en audio. Donc à chaque fois j'ai pour la même voix deux sons différents sur deux pistes de type différents. Donc voilà pour ça. Sinon ma manière de faire les arrangements en fait je les fais toujours au moins après avoir enregistré donc, la guitare solo. Parce qu'en fait le rock c'est une musique déjà qui est pauvre en harmonie. Donc au maximum il y aura des tierces dans les accords. Il y a souvent donc tonique quinte, ce qui donne donc une brutalité à l'harmonie. Et justement les notes de clavier vont un petit peu l'adoucir. Il y a des passages un petit peu plus lents, un petit peu plus chargés en émotion en fait. Donc justement c'est ça que j'ai essayé de mettre en évidence donc, avec les claviers. Et donc ma façon de procéder en fait c'est peut-être personnel, je ne sais pas si d'autres font de cette manière-là. En fait j'utilise à chaque fois deux sons. J'ai trois choses à faire. La première c'est déjà d'enregistrer les accords, donc avec tonique tierce quinte, mais simplement des accords à trois sons. Donc ça peut être des accords à l'état fondamental, au premier ou deuxième renversement, peu importe, mais uniquement des nappes avec le son qui peu importe. Et autour de ça, je vais rajouter donc d'un côté la basse, toujours avec deux autres sons différents. Donc il y a de très bons sons de basse par exemple dans le Pro 53 et d'autres donc différents dans le Roland. Et pour finir, je vais faire les enrichissements donc, de ces accords-là. Et les enrichissements vont dépendre uniquement des notes mises en évidence en fait dans le solo qui aura été enregistré auparavant. Donc là, j'utilise soit deux sons, donc un son USB donc du Pro 53 et un son du Roland
faut faire fabriquer un son à part entière, ou alors des fois dans le Roland il y a des programmes utilisateurs où c'est déjà des mélanges de sons. Donc, par exemple, là, pour un morceau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé juste une piste. Donc c'est un clavier qui est justement repris en audio, il n'y aura pas de plugin. Et ces enregistrements-là, j'ai pris un son qui s'appelle Fantasia, et un preset du Roland. Donc c'est déjà en fin de compte une combinaison de sons, donc pas besoin du coup de refabriquer un autre son par-dessus ça. Et donc les enregistrements que je mets, ça peut être des tierces, ça peut être les septièmes, le neuvième ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez, du moment qu'en fin de compte, la note qui est mise en évidence dans le solo soit ensuite mise en évidence dans l'harmonie. Alors en fait, pourquoi est-ce que je crée l'harmonie d'un solo improvisé, comme je disais, donc après l'avoir enregistré, c'est tout simplement parce que ce qui est appréciable dans la musique rock, c'est qu'on est libre, c'est qu'on a à nous la liberté de dire ce que l'on a envie, comme l'on a envie. Donc, on choisit les notes que l'on veut. On a une harmonie tellement pauvre à la base que le guitariste soliste a le choix lui-même de choisir ses propres harmonies. Si en fin de compte j'avais fait l'inverse, si j'avais pris donc une harmonie déjà riche et déjà bien ficelée, avec des arrangements tout près, les arrangements en fin de compte auraient influencé en fin de compte mon solo au moment justement où je l'exprimais à l'enregistrement. C'est pour ne pas justement être influencé par ce qui est autour. Ça revient un petit peu en fin de compte à mettre un individu dans un contexte social, dans un milieu social où il y a des règles, où il y a des contraintes et même parfois où il y a des protocoles à respecter. Moi j'aime ni les règles, ni les contraintes, ni les protocoles, moi musicalement. J'aime bien avoir justement mon mot à dire comme j'en ai envie et de pouvoir dire merde si j'ai envie de dire merde, ce qui ne se fait pas dans certains milieux sociaux. En revanche, si on met cet individu dans un contexte social justement où il n'y a pas de protocole, où il y a beaucoup moins de contraintes et où il y a beaucoup moins de règles, cet individu va pouvoir en fin de compte déjà d'une part s'habiller de l'harmonie dont il a envie, donc être harmonieux sur soi aussi bien que d'être harmonieux musicalement. C'est toujours le parallèle entre ce qui se passe dans une société ou dans la vie par rapport à ce qui peut se passer musicalement. Et je pense qu'en fin de compte, on est plus à l'aise quand on n'a pas de contraintes derrière soi à pouvoir dire ce qu'on a envie. Si on a envie de dire quelque chose avec sa guitare, on peut le dire si on n'a pas toute cette règle, toutes ces contraintes autour de soi qui nous influencent et qui nous obligent à dire des choses qu'on ne devrait pas dire. Donc j'utilise un séquenceur qui s'appelle Logic Pro. Donc c'est un logiciel de chez Apple. Donc je suis pas un Apple addict, mais c'est tout simplement parce que Cubase SX j'adorais, mais le problème c'était que c'était cher et alors que Logic Pro coûte presque 2 fois moins cher. Donc c'est des raisons financières. Donc j'ai dû simplement m'y adapter, mais on s'y fait très bien et très vite. Alors donc je vais ouvrir tout simplement un projet donc, que j'ai déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer comment sont faits mes mixages. Donc c'est un morceau qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs. Hop, on ouvre le fichier. Alors oui, ce que vous venez d'entendre, c'est les curseurs qui se mettent en place. C'est la surface de contrôle qui est juste en dessous. Voilà, qui est ici. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir contrôler tout ce qui est logiciel. Donc les plugins, la lecture, marche arrêt, avance, rapide, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, on appuie juste sur play et ça démarre. Là on avance, on se retrouve plus loin. Donc voilà, alors en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des automations, les faders ici vont se mettre à bouger.
Ça permet d'avoir, comment dire, de faire des automations manuelles et de ne pas avoir à utiliser la souris. Parce que à force, la souris, ça commence il commence à y avoir des douleurs au niveau du poignet et c'est pas très agréable, surtout pour un guitariste. Donc voici déjà donc les 7 pistes de la batterie. Donc il y a les overheads sur la piste qui s'appelle batterie. Sinon il y a le kick, il y a aussi la caisse claire, les toms, enfin tous les éléments de la batterie. Et donc qui sont mixés les uns par rapport aux autres indépendamment. Et en fin de compte, ce que je fais à chaque fois, c'est que j'envoie des pré-réglages par défaut. Et ensuite je mixe ces pré-réglages là. Donc c'est des pré-réglages standards en fait. Donc si je double-clique sur par exemple la piste des overheads, 2 fois sur Channel EQ, donc je vais avoir en fin de compte un pré-réglage dans Logic Pro qui s'appelle Overhead Micro. Donc en fin de compte c'est un pré-réglage de base que j'ai modifié en fin de compte en fonction du son de ma batterie. Et donc il y en a plein comme ça, hein. Dans drum il y a cymbales, floor tom, jazz snare, en fin de compte il y a vraiment tout ce qu'il faut en fin de compte pour parer à toutes les éventualités de mixage. Donc c'est la même chose pour le kick. Donc là c'est pareil. Donc avec le pré-réglage de base et moi qui ai rajouté en fin de compte ce qui était nécessaire à rajouter dans l'égalisation pour faire ressortir les différents éléments sans qu'ils empiètent les uns sur les autres. Donc puis comme je suis une bille là-dedans en mixage, donc c'est un vrai casse-tête. Sinon les compresseurs c'est la même chose. À la base, il y a un pré-réglage pour les kicks de grosse caisse, et ensuite on règle le gain, la limite d'attaque, etc. pour avoir donc des coups de grosse caisse sans pic de volume, avoir à planifier un petit peu tout ça, pour aplatir un peu tous les signaux. Voilà, donc ici ce que je disais tout de suite, donc là j'ai 8 pistes en fait pour la guitare lead. Parce que bon, il y a des overdubs, il y a des harmonies, il y a plein de choses. Et donc tout ça c'est redirigé vers le bus 1. Ensuite, ici, j'ai toutes les parties donc des guitares rythmiques. Donc tout ça c'est redirigé vers le bus numéro 2. Ensuite, le clavier, alors par manque de bus, je les ai redirigés vers le bus numéro 1. Et puis je les mute au moment de l'exportation. La basse qui est toute seule ici. Et là la batterie donc avec cette piste qui est redirigée vers le bus numéro 4. Et on arrive au bout avec donc les 4 bus. Donc une fois que j'ai exporté mon projet bus par bus, en fin de compte je vais utiliser un autre logiciel qui s'appelle Soundtrack, qui est en fait qui fait partie de la suite de Apple Studio 8. Et donc en fin de compte je retrouve mes 4 bus ici, bus 1, 2, 3 et 4, avec là, la guitare rythmique, les guitares lead, la basse et la batterie. Et en fin de compte, je vais d'abord doser les volumes pour être sûr que la batterie soit pas trop forte, la guitare, etc. Et ensuite, j'exporte tout ça en un fichier AIF. Et donc là, ça me donne en fin de compte mon mix de mes 4 bus global. Donc fondu en un seul fichier. Et ce fichier là en fait je vais le traiter pour finaliser le morceau. Je vais d'abord en fin de compte le normaliser. Donc là en plus on voit clairement que il est à moins 4 décibels et je le normalise à 0 décibels. En fin de compte ça fait une moyenne totale pour arriver à avoir un fichier qui soit proche des 0 décibels, c'est-à-dire que la crête la plus haute sera à 0 décibels. D'ailleurs si on fait play, on a le vumètre en haut qui indique en fin de compte la valeur la plus haute atteinte. Et ici pour le moment c'est moins 2,9 décibels. Mais à chaque fois que le Soundtrack va rencontrer une crête plus haute, voilà, on passe à moins 2 décibels. Et donc ça on le retrouve visuellement en fait sur l'onde wave. On la retrouve ici. À mon avis ça devrait être celle-là. Si je mets les lectures juste avant, voilà, là on arrive à moins 0,5 décibels.
Ça veut dire qu'il doit y en avoir encore une autre. Peut-être la dernière. Je pense pas. Voilà, 0. Donc on l'a trouvé. Donc c'est cette crête là en fin de compte qui est la plus haute et qui est donc mise à moins 0 décibels. Donc en fin de compte, une fois que j'ai normalisé mon projet, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un traitement dessus avec un plugin qui est plutôt pas mal et qui est fabriqué par la firme Isotope. Ça s'appelle Ozone 3 en fait. Donc c'est un plugin qui permet de masteriser les morceaux, de leur donner une couleur. Donc j'utilise pareil un preset qui est déjà dedans, que j'ai légèrement modifié, et donc qui comporte différents éléments qui sont en dessous. Donc il y a un loudness maximizer, donc ça va renforcer les basses. Ici un multiband, un exciteur, en fin de compte c'est pour ajouter des harmoniques dans le son. Là c'est pour ajouter des dynamiques, et ici c'est pour traiter l'image stéréo en fin de compte du morceau. Et ensuite il y a juste à l'appliquer. Et pour terminer, la dernière chose, c'est des fois, après avoir fait justement ce genre de manipulation, on passe le support sur un CDR qu'on écoute un petit peu partout. Et bon bah là pour ce cas précis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'aigus dans les très hautes fréquences et dans les hauts médiums. Donc ce que j'ai fait pour tous les morceaux, c'est que j'ai égalisé en fin de compte la totalité donc de l'onde qui vient d'être traitée déjà par Ozone 3 avec un pré-réglage que j'ai enregistré. Voilà, et qui en fin de compte qui est renforcé dans les 2000 Hz et qui est complètement descendu dans les moins 9 décibels autour des 10 000 Hz. Ça concernait les cymbales ride en fait, qui étaient beaucoup trop fortes, notamment quand on passait ça dans un autoradio. Donc ça dépend en fait des supports de lecture. Il faut toujours passer le CD sur différents supports, sur une chaîne hi-fi, sur un autoradio, sur d'autres types de baffles, sur d'autres ordinateurs, pour être sûr que le mixage passe partout.